Il est venu dans la maison de sa grand-mère simplement pour trier de vieilles affaires et fermer définitivement cette maison abandonnée. Mais dès qu'il a retiré le miroir du mur, il a découvert derrière quelque chose qui aurait dû rester caché à jamais. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ethan Brooks se tenait seul sur l'asphalte fissuré et regardait la maison qui avait autrefois été le centre de son monde d'enfant. La lumière du soleil passait à travers les branches clairsemées du vieil érable et tremblait sur le perron délavé, sur les volets écaillés, sur le bardage assombri par le temps. La maison paraissait plus petite que dans ses souvenirs, comme si les années ne l'avaient pas seulement vieilli, mais avaient lentement resserré ses murs, comprimé ses angles, l'avaient forcé à se voûter sous le poids du silence. La cour était envahie par les herbes folles, les mauvaises herbes repoussaient le gravier de l'allée, les buissons s'étaient étendus jusqu'à la clôture en grillage rouillé qui ne retenait plus rien depuis longtemps. La boîte aux lettres penchée portait encore le nom de sa grand-mère, autrefois écrit avec soin et assurance. Aujourd'hui presque illisible, comme si même les lettres tentèrent de disparaître. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa mort, et pourtant les funérailles restaient coincées dans la gorge d'Ethan comme un nœud sec et douloureux. Il était arrivé trop tard, comme toujours. Trop tard pour les visites, trop tard pour les conversations manquées, trop tard même pour ce dernier adieu où l'on ne devrait jamais être en retard. Le travail, les crédits, cette habitude de vivre à distance qu'il s'était forgée pendant près de 10 ans en se cachant derrière la fatigue et les obligations, se transformait maintenant en une culpabilité à laquelle il était impossible d'échapper. Après la mort de ses parents, il était resté seul, et sa grand-mère l'avait élevé comme elle le pouvait. Avec rigueur, sans grande démonstration, avec un amour difficile à reconnaître parce qu'il s'exprimait non par des étreintes, mais par des règles. Sa maison fonctionnait comme une forteresse, et au sommet de toutes ces règles en existait une, la plus étrange et la plus inflexible. Sa chambre était une zone interdite, et le miroir accroché au mur du fond était un objet qu'il ne fallait jamais toucher. Ethan se souvenait de cet avertissement comme s'il datait d'hier. Ne pas entrer, ne pas s'approcher du miroir, ne poser aucune question. Enfant, il obéissait sans comprendre, non par peur d'une punition, mais parce qu'il voyait dans le regard de sa grand-mère quelque chose de plus profond que la sévérité, une tension presque douloureuse, une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler. Aujourd'hui, il était l'unique héritier. La maison lui appartenait désormais, mais avec les clés, il avait aussi hérité de ce silence pesant, chargé de choses jamais dites. Il monta sur le perron. Les planches gémirent sous ses pas, comme si la maison protestait contre son retour. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le vieux bois et cette odeur familière qu'il reconnut immédiatement, à la lavande que sa grand-mère utilisait depuis toujours. Les rideaux étaient tirés, laissant entrer une lumière terne qui se déposait en bandes pâles sur les meubles. Sur la cheminée, des photographies alignées formaient une galerie figée. Lui à 8 ans, avec un ballon, ses parents souriant, au bord d'une rivière. Cet été précis avant l'accident qui, selon la version officielle, les avait emportés sans raison. Il passa le doigt sur un cadre, effaçant la poussière, et sentit quelque chose se contracter en lui. Il ignorait combien de fois sa grand-mère avait regardé ses photos, mais il comprenait trop bien la solitude qui habite une maison où la mémoire survit mieux que les gens. La cuisine n'avait presque pas changé. Le linoléum usé était fendu par endroits. Les placards bruns portaient dans les marques de décennies d'usage, et le réfrigérateur était couvert d'aimants provenant de magasins qui avaient fermé depuis longtemps. Dans son ancienne chambre, tout semblait figé dans le temps, comme s'il était parti la veille. Les posters au mur, les livres soigneusement rangés, le petit lit parfaitement fait. Cette préservation n'apportait aucun réconfort. Elle l'effrayait. Elle signifiait qu'elle avait attendu son retour pendant des années, peut-être jusqu'à la fin. Au bout du couloir, la porte de la chambre de sa grand-mère était entr'ouverte. Ethan s'arrêta net. Le sentiment d'interdit de son enfance le submergea soudain, comme si elle allait surgir de l'ombre pour remettre chaque chose à sa place d'un simple regard sévère. Mais la maison demeurait silencieuse. Il poussa la porte. La pièce baignait dans une pénombre fraîche. Le lit était soigneusement couvert. Sur la table de nuit reposait une Bible, une paire de lunettes pliées et un flacon de médicaments. Tout donnait l'impression qu'elle était sortie un instant et qu'elle allait revenir. Et immédiatement, son regard fut attiré par le miroir. Grand, rectangulaire,
encadré de bois sombre, finement sculpté. Il paraissait trop ancien pour cette maison. Le verre reflétait la pièce avec une clarté presque agressive. En s'approchant, Ethan remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le cadre était fixé au mur non par de simples attaches, mais par de lourds boulons, comme si le miroir ne décorait pas la pièce, mais scellait quelque chose. Il tenta de se rassurer par des explications rationnelles. Un vieux mur, un ancien bricolage, une fixation mal pensée. Pourtant, le malaise persistait. Il se rappela sa grand-mère, passant parfois devant le miroir, y jetant un regard rapide, comme pour vérifier qu'il était toujours à sa place, comme si quelque chose pouvait arriver s'il bougeait. La maison avait besoin de réparation. Ses dettes n'avaient pas disparu avec la mort de sa grand-mère, et l'idée de vendre sans investir était illusoire. Il devait remettre les lieux en état, sous peine de sombrer davantage. La logique et la nécessité le poussaient en avant. Il se répétait que le passé était derrière lui, que cette maison n'était qu'un bien immobilier, que ce miroir n'était qu'un objet. Ce même jour, une voisine âgée s'approcha de lui. Elle connaissait sa grand-mère depuis des décennies. Elle lui présenta ses condoléances, mais son regard se posa étrangement sur les fenêtres, comme si la maison renfermait quelque chose qu'il valait mieux ne pas fixer trop longtemps. Elle lui demanda combien de temps il comptait rester. Dans sa voix, il n'y avait pas de curiosité, mais une inquiétude mal dissimulée. En partant, elle lui souhaita d'être prudent, comme si elle lui transmettait un avertissement qu'elle n'osait formuler. Cette rencontre le troubla profondément. Le soir, assis dans le salon, il écoutait les craquements de la vieille maison plongée dans l'obscurité. Le silence semblait trop dense, trop attentif. Il faillit s'endormir lorsqu'il lui sembla entendre des pas dans le couloir. Il se leva brusquement, tendit l'oreille, puis se persuada qu'il ne s'agissait que du bois réagissant au froid. Pourtant, la sensation d'attente ne le quitta pas. Au matin, il décida de commencer les travaux par la chambre de sa grand-mère. Il apporta ses outils, entr'ouvrit les rideaux pour mieux voir. La poussière tournoyait dans les rayons de lumière. Le miroir reflétait sa silhouette comme s'il l'observait. Il saisit le premier boulon. Il résista, puis céda dans un grincement métallique qui résonna sourdement dans le mur. Le deuxième se dévissa plus facilement. À chaque tour de tournevis, Ethan avait l'impression de briser un serment qu'il n'avait jamais prononcé, mais auquel il avait obéi toute sa vie. Lorsque le dernier boulon tomba au sol, le miroir bascula légèrement. Il glissa un meuble pour le soutenir, retint le cadre lourd et le retira lentement du mur. Un nuage de poussière ancienne s'éleva dans l'air. Derrière le miroir, ce n'était pas un mur ordinaire. La surface était plus lisse, d'une teinte différente, et surtout, un contour rectangulaire se dessinait nettement, comme une porte soigneusement dissimulée. Il passa la main le long du bord et sentit une fine jointure. Plus bas, sous des couches de peinture, il distingua la forme d'une serrure. À cet instant précis, Ethan comprit que la règle la plus étrange de son enfance n'avait jamais été une simple obsession. Quelque chose avait été caché là, derrière ce miroir pendant toute sa vie, et en découvrant ce seuil invisible, il sentit confusément que le franchir changerait à jamais le sens de son passé et de son avenir. Ethan resta immobile devant le mur, la respiration courte, comme si le moindre mouvement risquait de réveiller quelque chose qui, jusque-là, avait dormi derrière le verre. Le miroir, appuyé de biais contre une commode, renvoyait une image déformée de la chambre et de son propre visage, plus pâle qu'il ne l'avait imaginé. Il regarda de nouveau le contour rectangulaire apparu derrière le cadre, cette forme trop nette pour n'être qu'une réparation ancienne. La jointure, fine mais régulière, dessinait la limite d'un panneau soigneusement intégré dans la paroi, et la serrure, à peine visible sous la peinture, semblait attendre depuis des années qu'une main s'y attarde. Pendant un instant, il eut envie de tout remettre en place, de replacer le miroir, de revisser les boulons, de refermer la chambre et de partir. Il se surprit même à écouter, comme la veille, les craquements de la maison, s'attendant à entendre la voix de sa grand-mère lui ordonner d'arrêter. Mais le silence ne lui offrit aucune échappatoire. La voisine, avec son regard inquiet, lui revint à l'esprit comme une ombre posée sur les fenêtres. Et plus profondément encore, remontait cette sensation de son enfance, quand l'interdit ne semblait pas motivé par la simple autorité, mais par une peur solide, consciente, presque méthodique. Il approcha la main du panneau. Sous ses doigts,
La peinture était rugueuse par endroits, épaissie par les couches accumulées au fil du temps, comme si quelqu'un avait voulu effacer la présence de ce mécanisme en le confondant avec un mur banal. Ethan gratta légèrement avec l'ongle, puis, incapable de se contenter de si peu, prit une lame fine parmi ses outils. La peinture se souleva en petits éclats, révélant d'abord une surface de métal, puis une forme plus précise, l'entrée d'une serrure ancienne mais étonnamment bien entretenue. Ce détail le frappa. Rien dans cette maison n'était aussi soigneusement préservé. Le plancher grinçait, les volets s'écaillaient, les murs portèrent les cicatrices de décennies. Pourtant, ce verrou, dissimulé sous la peinture, avait l'air régulièrement lubrifié, comme si des mains y revenaient encore, ou avaient longtemps eu l'habitude de s'en servir. Un frisson lui parcourut la nuque. Il aurait voulu croire à une simple bizarrerie architecturale, un cache pour des papiers, une ancienne cachette de famille. Mais l'intuition qui lui serrait la poitrine s'opposait à cette banalité. Il sentit dans sa paume l'imperceptible vibration de la maison qui travaillait sous le froid extérieur, et cette vibration lui sembla soudain moins naturelle, comme si elle venait du dessous, comme si quelque chose derrière le mur était vivant. Il chercha autour du verrou la moindre prise. La jointure trahissait la présence d'un mécanisme, mais tout avait été conçu pour rester invisible. En insistant, il trouva une petite aspérité, une sorte de languette noyée dans la peinture. Il y glissa le bout de la lame et fit levier avec précaution. Un cliquetis sec retentit, bref, presque trop propre. Le panneau céda légèrement, libérant une fente noire dans laquelle l'air semblait plus dense. Alors l'odeur le frappa. Une fraîcheur humide, un parfum de terre et de béton, comme si la maison venait d'expirer une respiration retenue depuis des décennies. Ce souffle froid monta jusqu'à son visage, le forçant à reculer d'un pas. Ses yeux se posèrent dans l'ouverture. Il pointa le faisceau de sa lampe à l'intérieur et ne vit d'abord rien qu'une obscurité épaisse. Puis la lumière accrocha à une surface métallique, une échelle verticale fixée dans la paroi qui plongeait vers le bas. Il essaya d'en distinguer le fond, mais le faisceau s'arrêtait sur le noir, avalé par la profondeur. Ce n'était pas un placard, ce n'était pas un petit sous-sol de campagne. La distance qui se perdait sous ses pieds ressemblait à une descente vers autre chose, un espace construit, pensé, presque industriel. Ethan sentit son cœur battre contre ses côtes, et ce battement lui parut trop fort pour le silence autour de lui. Il eut la sensation absurde que, s'il restait là trop longtemps, le panneau se refermerait de lui-même, ou que quelqu'un derrière lui saisirait son épaule. Il se força à respirer, à s'ancrer dans la réalité, à faire de ce moment une suite d'actions concrètes. Il élargit l'ouverture, poussa le panneau avec précaution et constata qu'il pivotait sur des gonds solides. Les gonds ne gémissaient pas. Ils étaient trop fluides. Cette absence de plainte mécanique lui donna la nausée, comme si tout avait été entretenu en secret pour que le passage demeure fonctionnel. Il posa un pied sur la première barre de l'échelle et la sentit vibrer sous son poids. Le métal était froid, et à mesure qu'il descendait, l'air devenait plus humide, plus dense, comme si la maison au-dessus cessait peu à peu d'exister. Chaque barre sous ses chaussures renvoyait un écho sourd dans le conduit. Ce son répétitif, régulier, lui rappelait des images de films qu'il avait vus adolescent, des scènes où l'on descend dans des lieux interdits et où la curiosité est la première faute. Pourtant, il ne pouvait plus remonter en arrière mentalement. Le panneau ouvert derrière lui semblait déjà l'avoir séparé de son ancienne vie, celle où il avait cru que la mort de ses parents n'était qu'un accident et que sa grand-mère n'était qu'une femme sévère. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol, la lampe dévoila un couloir étroit et des murs de béton. L'humidité y dessinait des traces sombres, comme des veines. Le plafond était bas, renforcé par des poutres, et le sol semblait plus stable que celui d'un sous-sol ordinaire. Ethan orienta le faisceau de lumière devant lui et avança. L'endroit s'élargit, dévoilant une pièce plus vaste, organisée d'une manière qui contredisait tout ce qu'il avait attendu. Ce n'était pas un espace de stockage. Ce n'était pas la cave d'une vieille femme accumulant des souvenirs. C'était une archive, une sorte de bunker, aménagé pour durer. Des étagères recouvraient là les murs, chargées de boîtes, de dossiers, de classeurs. Des piles de carnets s'alignaient avec une discipline inquiétante. Au milieu de tout cela, il aperçut des objets qui n'avaient rien à faire dans une maison comme celle-ci. Des radios anciennes, des magnétophones à cassette,
des lecteurs numériques, des disques durs dans des boîtiers de protection, des moniteurs, des caméras, des câbles enroulés soigneusement. Plusieurs cartes de la ville et des environs étaient punaisées à des panneaux, couvertes de cercles, de flèches, de dates inscrites au marqueur, comme une représentation matérielle d'une enquête menée sur des années. Ethan sentit sa gorge se serrer. La présence de ces cartes et de ces appareils donnait à l'endroit une logique froide, presque militaire. Sa grand-mère avait donc vécu au-dessus de ce lieu, en sachant parfaitement ce qu'il contenait, et elle lui avait interdit d'approcher le miroir comme on interdit d'approcher une porte de prison. Il se demanda combien de fois elle était descendue ici, combien de nuits elle avait passé à écrire, à écouter, à surveiller. Son faisceau de lumière glissa sur le mur de gauche, et ce qu'il y vit lui coupa littéralement la respiration. Des photographies, des dizaines, peut-être des centaines, fixées en rangées irrégulières. Des visages d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Certains souriaient, d'autres avaient le regard vide, pris dans un instant banal. Sous beaucoup d'entre eux, des notes manuscrites, disparues, non retrouvées, dossiers clos, versions contestées. À côté de certaines photos, des coupures de journaux jaunis, des copies de rapports, des numéros de téléphone, des noms, parfois barrés, parfois entourés de rouge. Il dut s'appuyer à une étagère pour ne pas perdre l'équilibre. Ces visages lui semblaient vaguement familiers, non pas parce qu'il les connaissait personnellement, mais parce qu'ils appartenaient à la mémoire collective d'une ville. Ces affiches de personnes disparues qu'on voit sur des poteaux, ces bulletins d'information qu'on oublie le lendemain, ces histoires qui deviennent des rumeurs. Il en reconnut au moins deux, des cas dont il se souvenait avoir entendu parler à l'école, lorsque les adultes chuchotaient entre eux en disant que ce genre de choses n'arrivait pas ici, avant que le temps ne fasse son œuvre et ne recouvre l'inquiétude d'indifférence. Et puis, au milieu de ce mur, ses yeux rencontrèrent une photographie qui l'ébranla plus violemment que tout le reste. Ses parents. Non pas la photo familiale posée sur la cheminée, où il souriait près d'une rivière. Celle-ci était différente. Elle semblait prise à distance, comme un cliché volé. Son père était de profil, sa mère légèrement en arrière, et l'angle de l'image donnait l'impression qu'il ne savait pas être photographié. Sous la photo, une série de notes s'étalait sur plusieurs lignes, un enchaînement de numéros, de dates, de remarques courtes, et à côté, des noms écrits au marqueur rouge, comme des blessures. Ethan sentit un froid monter le long de sa colonne vertébrale. Son enfance se fissura d'un seul coup, non pas par une idée abstraite, mais par la preuve que quelqu'un avait observé ses parents. Si quelqu'un les avait observés, alors l'accident n'était pas un accident. La version qu'on lui avait répétée pendant des années, cette histoire lisse et indiscutable, avait soudain l'air d'une couverture soigneusement posée sur une vérité plus sombre. Il chercha de l'air et ne trouva que l'humidité du sous-sol. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le premier carnet qu'il aperçut sur une table. Le papier était épais, couvert d'une écriture qu'il reconnut immédiatement, même si sa grand-mère avait rarement écrit devant lui. Des lettres nettes, rigoureuses, sans fioritures. Les pages étaient datées, certaines très anciennes. Il tourna. Des descriptions de voitures stationnées la nuit, des plaques d'immatriculation, des horaires, des noms associés à des adresses, des croquis de rue, des flèches indiquant des trajets, des comptes rendus de conversation, comme si elle avait noté chaque détail pour ne rien oublier. Des coupures de presse soigneusement collées, des photocopies de rapports officiels, des lettres imprimées, parfois annotées au stylo. Il tomba sur un chapitre consacré à ses parents. Les pages y étaient plus denses, plus chargées. Des mentions de contradictions, d'éléments qui ne collaient pas avec la version de l'accident. Des témoins qui avaient changé de version, des rapports modifiés, des noms qui revenaient dans plusieurs dossiers. Ethan lisait et avait l'impression de perdre le sol. Sa grand-mère n'avait pas seulement suspecté un mensonge. Elle avait construit, année après année, une structure de preuves, comme quelqu'un qui se prépare à un affrontement qu'il ne peut pas mener à visage découvert. Au fil des pages, un nom apparaissait régulièrement. D'abord comme une simple mention, puis comme un pivot. Victor Hale. Ethan s'arrêta. Ce nom, il le connaissait. Pas de sa vie intime, mais des écrans. Victor Hale, le sénateur, le politicien local devenu figure nationale, celui qui souriait sur des affiches, celui qui parlait de sécurité, de justice, de réforme,
avec cette assurance tranquille des hommes qui se savent protégés. Voir son nom inscrit ici, entouré de notes, relié à des disparitions, à des pressions, à des dossiers clos, provoqua chez Ethan une sensation de vertige. Il prit un autre dossier, puis un autre, guidé par une force qu'il ne contrôlait plus. Il y avait des photographies du sénateur, des copies de discours, des listes de contacts, des schémas de relations. Des mots revenaient: couverture, intimidation, disparition de témoins, police, procureur. Ethan comprit avec une lucidité brutale que la menace ne venait pas d'un fantôme du passé. Elle appartenait au présent. Elle avait un visage, un nom, un pouvoir et des ramifications capables de faire disparaître une vérité aussi facilement qu'une personne. Son faisceau de lumière glissa vers le fond de la pièce, où une porte d'acier se dessinait dans le béton. Elle semblait plus récente, ou du moins plus soigneusement installée, avec un mécanisme manuel rouillé, comme une roue qu'on tourne pour verrouiller. Ethan hésita longtemps, la main suspendue, le souffle retenu. Puis il posa ses doigts sur la roue et la fit tourner. Le métal résista, grinça, puis céda dans un bruit profond, comme si l'endroit refusait d'être ouvert. La porte s'entr'ouvrit et révéla une pièce plus petite, plus froide, presque clinique. Des armoires métalliques y étaient alignées, avec des codes et des dates. Des tiroirs verrouillés portaient des étiquettes de confidentialité. Sur une table, un projecteur était posé face à un écran. L'écran, même éteint, reflétait faiblement la lumière de la lampe. Ethan se sentit envahi par une peur nouvelle, plus précise, plus adulte, celle de comprendre que la preuve absolue peut exister et que cette preuve peut vous condamner à ne plus vivre comme avant. Il s'approcha, trouva un bouton et le projecteur s'alluma avec un souffle mécanique. L'image trembla, se stabilisa. D'abord, il vit une vue fixe. L'entrée de la maison, une partie du jardin, le perron. Le cadrage était celui d'une caméra cachée, placée à distance, surveillant la propriété. Puis l'enregistrement commença. La nuit, épaisse. Des silhouettes approchèrent. Elles regardèrent autour d'elles, méthodiques. Le cœur d'Ethan se mit à battre si fort qu'il entendait ses pulsations plus que le bruit du projecteur. L'une des silhouettes portait quelque chose. Un paquet, un volume lourd, enveloppé dans un tissu. Le mouvement de ses bras, la façon dont elle avançait, donnait à ce paquet une densité inquiétante. Ethan sentit sa gorge se contracter, comme si son corps avait compris avant sa pensée. Dans un coin de l'image, une date s'afficha. La même date que celle qu'on lui avait répétée comme une sentence depuis l'enfance, la nuit de l'eau-accident. Il resta figé, incapable de détourner le regard. Ce qu'il voyait n'avait rien d'un accident. C'était une opération, un déplacement. Une scène dont la logique était celle du crime. Il n'entendait pas de voix, mais il avait la certitude qu'il entendait tout. Les pas, les souffles, le frottement du tissu, le bruit d'un coffre qu'on ouvre. Il sentit quelque chose se rompre en lui. Pas un cri, pas une larme immédiate, mais un effondrement silencieux. Celui de l'histoire sur laquelle il avait construit sa vie. Lorsque l'image s'arrêta, Ethan éteignit le projecteur comme on éteint un incendie, avec un geste brusque, presque violent. La pièce retomba dans le noir humide, éclairé seulement par sa lampe, mais ce noir n'était plus celui de l'ignorance, c'était celui de la connaissance. Il comprit qu'il venait de voir une preuve directe, un élément que personne ne pouvait balayer d'un mot. Et il comprit, dans la même seconde, pourquoi sa grand-mère avait tenu ce secret derrière le miroir, derrière des boulons, derrière un interdit absolu. Elle avait voulu le protéger de la cible qu'il serait devenu s'il avait su trop tôt. Il remonta l'échelle avec des gestes mécaniques, comme un homme qui traverse un rêve mauvais. Arrivé dans la chambre, il referma le panneau, le repoussa jusqu'à entendre le cliquetis sec du verrou. Puis il ramena le miroir contre le mur, sans le fixer, simplement pour masquer l'ouverture. Ses mains tremblaient. Il aurait voulu de l'air, mais ouvrir la porte de la chambre lui sembla soudain dangereux, comme si, au-delà, la maison entière était devenue transparente, surveillée, vulnérable. Dans le salon, il s'assit, fixa les photographies sur la cheminée et les regarda comme s'il les voyait pour la première fois. Ses parents, souriants, figés dans un bonheur ancien, n'étaient plus seulement des victimes d'un hasard. Ils étaient des pièces d'un puzzle dont sa grand-mère avait patiemment rassemblé les fragments, jusqu'à construire une vérité impossible à contenir.
À mesure que les heures passaient, une pensée obsédante s'imposa à lui. S'il avait trouvé cet endroit, d'autres pouvaient le trouver aussi. Si sa grand-mère avait conservé ses preuves, elle l'avait fait en sachant qu'elles étaient dangereuses. Et si elles étaient dangereuses, alors quelqu'un, quelque part, avait eu intérêt à les faire disparaître. Ethan se leva, retourna dans la chambre, observa le miroir. Le cadre sombre, si immobile, lui donna l'impression d'une porte refermée sur un monde secret. Il posa la main sur le bois, et dans ce geste simple, il sentit la présence de sa grand-mère d'une manière nouvelle. Non pas comme une femme autoritaire, mais comme quelqu'un qui avait vécu au bord d'un abîme, tenant bon jour après jour pour empêcher cet abîme d'engloutir ce qu'elle aimait. Lorsqu'il quitta la chambre et referma la porte derrière lui, il comprit que rien ne serait plus jamais juste une maison. Le passé n'était pas un souvenir, mais une preuve. Le silence n'était pas une absence, mais une stratégie. Et le miroir qu'il avait cru interdit par caprice était désormais la frontière visible d'une guerre souterraine qui, en une matinée, venait de remonter à la surface. Ethan passa la nuit assis dans le salon, incapable de dormir, comme si fermer les yeux revenait à abandonner la maison à une présence invisible. La découverte du passage secret et des preuves qu'il contenait avait transformé chaque bruit familier en menace potentielle. Le tic-tac de l'horloge semblait trop régulier, presque artificiel, et les craquements du bois prenaient une tonalité inquiétante, comme des pas mesurés. À plusieurs reprises, il se leva pour vérifier les portes et les fenêtres, conscient de l'absurdité de son geste, mais incapable de s'en empêcher. Il ne se sentait plus seul, même lorsque la maison restait silencieuse. Au petit matin, il retourna dans la chambre de sa grand-mère. Le miroir, simplement appuyé contre le mur, cachait toujours le panneau. Il s'agenouilla, posa la main contre le bois froid et resta ainsi quelques secondes, comme pour s'assurer que ce qu'il avait découvert la veille n'était pas un rêve. Puis il déplaça lentement le cadre et ouvrit de nouveau le passage. La descente dans l'archive lui parut différente, plus lourde, comme si l'endroit avait absorbé sa peur et la lui rendait multipliée. Il descendit avec prudence, vérifiant chaque barre de l'échelle, chaque recoin. Il commença par la porte d'acier qu'il n'avait fait qu'entrouvrir la veille. Il tourna de nouveau la roue, entra dans la petite pièce et observa plus attentivement ce qu'elle contenait. Les armoires métalliques, alignées avec une précision clinique, portaient des codes et des dates. Les tiroirs verrouillés semblaient protéger quelque chose de plus sensible encore que les documents de la salle principale. Le projecteur reposait sur la table, silencieux, presque anodin à présent qu'il avait révélé son secret. Ethan eut la tentation de tout filmer, de tout photographier immédiatement. Mais une hésitation le retint. Il comprenait, sans encore pouvoir le formuler clairement, que ce qu'il avait sous les yeux dépassait largement ses compétences et ses moyens. Il remonta finalement à la surface, referma soigneusement le panneau et remit le miroir en place, cette fois en le fixant sommairement, comme pour donner l'illusion que rien n'avait été touché. Lorsqu'il sortit sur le perron pour prendre l'air, il remarqua immédiatement la voiture stationnée de l'autre côté de la rue. Elle n'était pas là la veille. Les vitres teintées reflétèrent le ciel gris du matin, et le moteur tournait au ralenti avec une régularité presque apaisante. Ce calme mécanique le glaça. La voiture ne semblait ni abandonnée, ni simplement garée. Elle attendait. Ethan détourna le regard, entra de nouveau dans la maison et observa discrètement par la fenêtre. La voiture ne bougeait pas. Il ne distinguait aucune silhouette à l'intérieur, mais il avait la certitude absurde et pourtant tenace que quelqu'un l'observait. Ce sentiment persista longtemps après que le véhicule eut finalement démarré et s'éloigna lentement, sans hâte, comme s'il avait accompli ce pour quoi il était venu. Ce premier signe concret de surveillance transforma la peur diffuse d'Ethan en une inquiétude plus précise, presque méthodique. Il se rappela les documents de sa grand-mère, les noms de policiers et de fonctionnaires mentionnés dans les dossiers, les connexions qui liaient les disparitions à des institutions censées protéger. Appeler la police lui parut soudain impensable. Il ne savait pas à qui faire confiance, ni jusqu'où s'étendait l'influence de ceux que les dossiers désignaient. Il passa la journée à relire certains carnets, à tenter de comprendre l'ampleur du réseau que sa grand-mère avait patiemment mis au jour. Plus il avançait, plus il réalisait que garder ses preuves pour lui seul était non seulement impossible, mais dangereux. La maison, avec son passage secret, avait été une cage temporaire, jamais une solution définitive. Sa grand-mère avait dû le savoir.
Elle avait tenu aussi longtemps qu'elle avait pu, mais elle n'avait pas vécu assez longtemps pour voir la vérité éclater. À la tombée de la nuit, il prit une décision qu'il redoutait depuis des heures. Il ne pouvait pas rester seul avec ces informations. Il devait trouver quelqu'un qui saurait quoi en faire, quelqu'un qui comprenait la logique de ce genre de révélations et les risques qu'elles impliquaient. Il chercha des contacts sur son ordinateur, hésita, effaça plusieurs numéros, avant de composer enfin celui d'une journaliste indépendante dont il avait vaguement entendu parler. Lorsqu'elle répondit, sa voix était posée, attentive. Il expliqua brièvement ce qu'il avait trouvé, s'attendant presque à un rire incrédule. Mais elle ne rit pas. Elle posa des questions précises, rapides, comme si chaque détail comptait. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain. Cette nuit-là, Ethan dormit à peine. À l'aube, un bruit inhabituel le réveilla. Un frottement, puis un choc sourd, comme quelque chose que l'on déplace maladroitement. Il se leva d'un bond et courut vers la chambre de sa grand-mère. Le miroir gisait sur le sol, légèrement incliné. Le panneau derrière était entrouvert. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Quelqu'un était entré. Quelqu'un avait trouvé le passage. Il descendit l'échelle presque en glissant, la lampe tremblante dans sa main. L'archive semblait intacte à première vue, mais un désordre subtil trahissait une intrusion récente. Une étagère déplacée de quelques centimètres, un tiroir qui ne se refermait plus complètement. Dans la pièce d'acier, une armoire était entrouverte. Il comprit ce qui manquait avant même de vérifier. Dans le dossier marqué du nom du sénateur, plusieurs documents avaient disparu. Les plus directs, les plus dangereux. La réalité de la menace le frappa avec une brutalité nouvelle. Ce n'était plus une affaire du passé, ni une vérité enfouie qui attendait d'être découverte. C'était un conflit en cours, un mécanisme toujours actif. Quelqu'un savait ce que contenait cette archive. Quelqu'un avait agi pour en retirer les éléments les plus compromettants. Ethan remonta, referma le passage aussi soigneusement qu'il le put, et sentit la peur se transformer en urgence. Lorsque la journaliste arriva quelques heures plus tard, elle observa la maison avec un regard professionnel, presque distant. Elle entra rapidement, vérifia les alentours avant de refermer la porte derrière elle. Ethan la conduisit dans la chambre, lui montra le miroir, le panneau, l'échelle. Elle descendit sans hésiter, sortit une caméra et commença à filmer chaque détail, chaque document, chaque trace d'intrusion. Devant le mur de photographie, son expression se durcit. Elle parcourut les carnets, les dossiers, les cartes, et lorsqu'elle arriva aux preuves manquantes, elle hocha lentement la tête. Elle ne posa pas de questions inutiles. Elle lui expliqua simplement que ce genre de dossier ne pouvait pas rester en un seul endroit, ni dépendre d'une seule personne. Le soir même, elle contacta des collègues, un avocat, une militante qu'elle connaissait depuis des années. En quelques heures, la maison se transforma en un lieu d'activité fébrile. On scannait des documents, on photographiait des pages, on copiait des fichiers sur plusieurs supports. Les preuves se multipliaient, se dispersaient, échappant peu à peu à la possibilité d'être totalement détruites. Ethan observait ce balai méthodique avec un mélange de soulagement et d'effroi. À mesure que les copies se créaient, le secret perdait de sa capacité à tuer, mais lui gagnait une visibilité dangereuse. Il répondit aux questions, raconta son enfance, les règles étranges de sa grand-mère, les détails qu'il n'avait compris que trop tard. Chaque souvenir prenait un sens nouveau, s'inscrivait dans une logique de survie. Lorsque les premières publications furent lancées, presque simultanément sur plusieurs plateformes indépendantes, l'effet fut immédiat. Les réseaux s'embrasèrent. Des visages reconnurent ceux affichés dans l'archive. Des familles prirent contact, confirmant des détails, apportant leurs propres fragments de vérité. Le nom du sénateur apparut partout, associé à des documents, à des dates, à des faits précis. Son équipe publia un démenti rapide, mais le ton semblait creux face à la masse des preuves. Ethan comprit alors que le combat venait de changer de nature. La vérité n'était plus enfermée derrière un miroir. Elle était dehors, exposée, vulnérable et puissante à la fois. Et avec cette exposition venait une certitude inquiétante. Ceux qui avaient intérêt à la faire taire ne resteraient pas immobiles. Le passé venait de se transformer en une lutte publique et il en était désormais l'un des visages, qu'il l'ait voulu ou non. Après la publication des premiers documents, le temps sembla se contracter autour d'Ethan, comme si chaque heure contenait désormais plusieurs jours de tension. La maison n'était plus un refuge, mais un point fragile sur une carte invisible.
Il le sentait dans la façon dont il se retournait au moindre bruit, dans la manière dont ses pensées revenaient sans cesse à la voiture, aux vitres teintées, aux documents volés, à cette certitude désormais gravée en lui que la vérité, une fois exposée, n'offre jamais une sécurité immédiate. Elle protège à long terme, mais dans l'instant, elle attire le danger. Les messages commencèrent à arriver le soir même. Des numéros inconnus, des phrases courtes, parfois polies, parfois à peine voilées de menaces. On lui conseillait de penser à sa sécurité, de ne pas s'acharner sur des histoires anciennes, de respecter des gens puissants. Il effaçait ces messages sans répondre, mais chacun d'eux laissait une trace, comme une pression invisible sur sa poitrine. Il comprit que garder le silence n'était plus une option, mais que parler davantage comportait aussi un prix. La journaliste ne tarda pas à réagir. Elle lui expliqua que la maison, désormais identifiée comme le point d'origine de l'archive, pouvait rapidement devenir un piège. Les preuves étaient sauvegardées ailleurs, copiées, chiffrées, mais lui restaient exposées. Cette nuit-là, alors que la pluie frappait doucement les vitres, un bruit plus distinct retentit à la porte. D'abord un coup léger, presque respectueux, puis un autre, plus appuyé, et enfin une série de frappes calmes et régulières, comme celle d'un homme sûr de sa place. Ethan resta immobile dans le couloir, le souffle suspendu. Il n'osa pas regarder par l'œilleton. Il n'en avait pas besoin. La voix qui s'éleva de l'autre côté de la porte était celle qu'il avait entendue des dizaines de fois à la télévision, lors de discours et d'interviews. Une voix maîtrisée, rassurante, entraînée à convaincre. Victor Hale se présenta sans élever le ton, comme s'il rendait une visite de courtoisie. Il parla de malentendus, de responsabilité, de réputation. Il suggéra une conversation calme, à l'abri des caméras. Pour le bien de tous. Ethan serra dans sa main un objet lourd qu'il avait attrapé sans y penser. Il ne répondit pas. Chaque mot de cette voix cherchait à transformer la peur en négociation, la menace en opportunité. Il comprit que s'il ouvrait la porte, il ne refermerait jamais complètement ce qui en sortirait. Après quelques minutes, les coups cessèrent. Les pas s'éloignèrent. Le moteur d'une voiture démarra, puis s'éteignit plus loin dans la rue. Ce départ n'avait rien d'une fuite. C'était un rappel de pouvoir. La décision fut prise presque immédiatement. La journaliste l'appela et, sans détour, lui annonça qu'ils allaient le faire sortir de là. Il quitta la maison à l'aube, emportant peu de choses, laissant derrière lui des murs qui avaient été à la fois un abri et une prison. On le conduisit dans un bâtiment discret, un lieu sans enseigne, où travaillaient déjà des juristes, des journalistes, des proches de personnes disparues. Il n'y avait pas de grands discours, seulement une concentration silencieuse et une fatigue partagée. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne se sentait pas seul. Les jours suivants furent marqués par une montée constante de la pression. Des enquêtes officielles furent annoncées. Certains responsables furent temporairement écartés. Les médias traditionnels, d'abord prudents, commencèrent à reprendre les informations, poussés par l'ampleur des documents rendus publics. En parallèle, des tentatives de discrédit apparurent. On remettait en cause la santé mentale de sa grand-mère, on parlait de théories complotistes, on insinuait que les documents avaient été sortis de leur contexte. Ethan observait ce mécanisme avec un mélange de colère et de lucidité. Il voyait comment la vérité, même étayée par des preuves, pouvait être attaquée par la répétition du doute. Lorsqu'on lui proposa de s'exprimer publiquement, il refusa d'abord. Il ne se sentait pas prêt. Il n'était pas un militant, ni un porte-parole. Il était un homme ordinaire qui avait hérité d'un secret trop lourd. Mais une image revenait sans cesse le hanter. Le mur de photographies dans l'archive, ses visages figés, ses vies interrompues sans explication. Il comprit que, s'il se taisait, il prolongerait malgré lui le silence que sa grand-mère avait dû maintenir pour survivre. Et ce silence, désormais, n'était plus nécessaire. Le jour de la conférence de presse, il parla sans note. Sa voix tremblait légèrement au début, puis se stabilisa. Il parla de la maison, du miroir, de l'interdit qui avait structuré son enfance. Il parla de sa grand-mère, non pas comme d'une héroïne, mais comme d'une femme qui avait compris trop tôt que la vérité pouvait tuer si elle était prononcée au mauvais moment. Il évoqua ses parents, refusa de les réduire à une ligne dans un rapport ou à une date sur un calendrier. Il expliqua que la peur n'était pas un accident, mais un outil utilisé pour effacer des gens et des histoires. Il ne fit pas de promesses. Il ne réclama pas de vengeance.
Il demanda seulement que les faits soient examinés, que les dossiers soient ouverts, que les noms cessent d'être protégés par le silence. Les questions furent nombreuses, parfois agressives, parfois sincères. Ethan répondit comme il put, conscient que chaque phrase serait disséquée, interprétée, utilisée. Lorsque la situation se stabilisa suffisamment pour qu'il puisse retourner à la maison, il n'y alla pas seul. La journaliste, des volontaires et des spécialistes l'accompagnèrent. Ils sécurisèrent l'entrée de l'archive, transférèrent une partie des documents vers des lieux protégés, photographièrent chaque recoin, chaque boîte, chaque trace laissée par des années de veille silencieuse. La maison cessait d'être un point unique de vulnérabilité. Elle devenait un symbole documenté, partagé. Dans la chambre de sa grand-mère, Ethan s'arrêta longuement devant le mur où le miroir avait été accroché pendant toute son enfance. Il passa la main sur la surface, ressentant non plus l'interdit, mais la logique qui l'avait justifié. Ce lieu n'était plus une frontière de peur. Il était devenu une preuve d'amour, une tentative désespérée de protéger un enfant d'un monde prêt à le broyer. Il décida de remettre le miroir en place, non pour cacher, mais pour se souvenir. Le verre refléta la pièce, puis son visage. Il se vit tel qu'il était désormais, marqué, fatigué, mais debout. Le miroir n'était plus une porte scellée, il était un témoin. Dans la cour, sous le vieil érable, ils installèrent une petite plaque commémorative. Aucun slogan, aucune phrase grandiloquente, seulement quelques mots gravés avec sobriété, rappelant les disparus et le nom de celle qui avait refusé d'oublier. Ethan déposa des lits blancs au pied de l'arbre et resta immobile, tandis que le vent faisait frémir les feuilles au-dessus de lui. La douleur ne disparaissait pas, elle se transformait. Il comprit alors que sa vie ne se divisait pas en un avant et un après la mort de sa grand-mère, mais en un avant et un après la vérité. La maison, autrefois chargée de silence, laissait désormais filtrer la lumière par ses fenêtres. Une lumière imparfaite, coûteuse, parfois aveuglante, mais réelle. Et tandis qu'Ethan quittait la cour et jetait un dernier regard vers la façade, il sut que cette lumière, une fois libérée, ne pourrait plus jamais être enfermée derrière des boulons, des miroirs ou la peur. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Écrivez en commentaire de quelle ville vous nous regardez et ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Partagez cette vidéo avec vos amis afin que la vérité soit connue du plus grand nombre.